Dans cette vidéo, on va voir c'est quoi OSPF, pourquoi OSPF est si populaire, le fonctionnement global d'OSPF. On verra aussi les paquets OSPF échangés entre les routeurs, comment on configure le process ID. On va voir c'est quoi le routeur ID, comment OSPF calcule ses routes, comment on peut ajuster la bande passante de référence, comment manipuler aussi la métrique OSPF, pourquoi utilise-t-on des zones avec OSPF et aussi l'architecture hiérarchique de OSPF. Et on verra à la fin les types des routeurs OSPF. Si tu es arrivé jusqu'à ici et tu as suivi le cours dès le début, c'est que tu es un champion. Donc, bienvenue et continue avec nous. Bonjour et bienvenue sur cours en ligne. Donc là, on continue notre partie sur le routage. Et après avoir vu le protocole de routage RIP, là, on attaque la partie OSPF. Donc, OSPF pour Open Shortest Path First, c'est ouvrir le chemin le plus rapide en premier. Donc, c'est un protocole de routage dynamique à état de lien utilisé comme IGP, c'est Interior Gateway Protocol. On a vu ça dans le premier cours Introduction au routage. Donc ça se passe à l'intérieur d'un même système autonome. C'est quoi le système autonome? C'est le Autonomous System. Par exemple, on a des routeurs ici et on a un autre AS ici. Et on a des routeurs ici. Nous avons plein de routeurs. Ici ça se mouline en OSPF à l'intérieur. Par contre, si on veut faire communiquer ces deux-là, là c'est BGP. Là c'est les protocoles IGP, Interior Gateway Protocol, et à l'extérieur c'est BGP. C'est-à-dire on a un réseau, nous, privé, pour communiquer avec des autres, on passe par Internet, donc c'est pas OSPF. OSPF, ça reste à l'intérieur, donc c'est ça le système autonome. Donc contrairement au protocole avec vecteur de distance comme RIP, OSPF ne se contente pas d'échanger des routes, il échange une description complète de la topologie du réseau. Nous avons vu avec RIP qu'on faisait des mises à jour et on envoyait uniquement en fait les routes qu'on connaît aux voisins, on fait des mises à jour. Par contre, OSPF est largement supérieur à ce niveau-là et il y a beaucoup de choses qu'on va voir qui rendent ce protocole vraiment très puissant. Comment ça se passe? OSPF, il découvre ses voisins. Les routeurs, ils se découvrent en fait avec des paquets, on appelle ça Hello, on va les voir en détail tout à l'heure. Après, ils échangent ce qu'on appelle des Link State Advertisement. Par exemple, on a un routeur ici et un routeur ici. On forme une adjacence OSPF, donc on s'envoie des paquets, on appelle ça Hello. Et là, on échange des informations. R1, il va dire à celui-là, salut, je suis R1. J'ai un lien vers R2. J'ai un lien aussi vers R3 avec des coûts 10, avec des coûts 20. Bah tiens, prends ça pour toi. Si tu veux un jour y aller et les visiter, tu peux passer par moi et mets ça sur ta base de données. Le LSA aussi, c'est Link State Advertisement, peut contenir beaucoup d'informations, c'est pas peu, mais elle contient beaucoup d'informations. On verra ça en détail dans l'opération de OSPF. Donc là, ce cours-là, pour être clair, ça va être vraiment théorique parce que on doit vraiment passer par là avant d'attaquer la configuration pratique d'un lab OSPF. On va finir avec ça après la prochaine vidéo. Ça va être un lab pratique OSPF. On verra comment on met une infrastructure petite avec un routage OSPF. Donc on verra après ce qu'on a dit ici. Le LSA, c'est le Link State Advertisement. Il y a beaucoup d'informations, mais c'est très bien à savoir, mais pas vraiment à prendre par cœur. Sauf si un jour on veut passer une certification ou quoi que ce soit. Mais c'est très bien à savoir pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Donc chaque routeur OSPF construit une carte complète du réseau appelée LSDB. C'est Link State Database. Et après, il utilise ensuite l'algorithme SFP
pour déterminer les meilleurs chemins vers les autres réseaux. Donc le SPF, le routeur, il va construire une carte complète identique. Après, tous les routeurs auront la même vision du réseau. Ça n'a rien à voir avec RIP. Donc le routeur, il a une visibilité globale sur ce qui se passe sur le réseau. Le calcul se fait grâce à un algorithme qui s'appelle SFP, SPF, Short Path First. C'est un algorithme Dijkstra et c'est grâce à cet algorithme-là qu'on calcule le chemin le plus court vers chaque réseau. Après, on va remplir notre table de routage. Donc la différence avec RIP, RIP il change et uniquement en fait des routes. Par contre, au SPF, il a les états des liens et il construit lui-même une base topologique qu'il la partage avec les autres. Parce qu'au SPF, en fait, au début, il va, comme on expliquait ici, il va découvrir les voisins, il va former l'adjacence avec ses voisins grâce au paquet hello. Après, ils vont s'échanger les informations, les LSA, et chacun, il va prendre les informations de l'autre, et après, on va avoir une carte complète, tous les deux, en cas de routeur, par exemple. Le point fort ici sur OSPF, c'est que, par exemple, on a vu la dernière fois sur RIP, je vais mettre ici en rouge, sur RIP, on avait des routeurs comme ça, par exemple, et on a des chemins comme ça. Si un lien tombe ici, par exemple, donc on a un peu de temps quand même pour que RIP, il va changer, il va passer par là. Par contre, au SPF, il réagit presque immédiatement au changement. Si un lien tombe, le routeur, il va générer un LSA directement, c'est Link State Advertisement, et il va faire un flooding, il va envoyer à tout le monde, du coup, tout le monde va se mettre à jour, et tous les routeurs vont être au courant du changement, ils vont faire leur recalcul. Et ce flooding-là, il se passe par des adresses multicast, en fait, pour éviter un trafic inutile. Et du coup, on a une convergence très rapide et on n'a pas de boucle et des décisions plus intelligentes. Je passe à la partie suivante. Donc, la partie suivante, pourquoi OSPF est si populaire? OSPF possède plusieurs avantages majeurs. Il supporte de très grands réseaux. Il offre une convergence extrêmement rapide. Il utilise le multicast pour réduire le trafic inutile. Ça, multicast, on a vu dans le 4e cours Introduction au réseau informatique ce que c'est multicast. Et c'est un standard ouvert, donc il est sur tous les équipements réseau, Juniper, Cisco, HP, donc supporté par tous les constructeurs. Et il repose sur l'algorithme de Dijkstra qui est appelé Short Path First pour calculer les chemins les plus rapides. C'est pour cela que OSPF est aujourd'hui le protocole de routage le plus utilisé au monde. OSPF, donc, il supporte des grands réseaux, et on fonctionne par des zones. Par exemple, on peut avoir une zone ici, une autre ici, d'accord, dans le même endroit, et on peut faire juste une liaison ici, et tout ce qui se passe ici, on a une visibilité ici, mais pas complète. Par exemple, si on a des casses ici, des recalculs et tout ce qui s'ensuit, ici, on n'est pas au courant, mais juste, il y a cette partie-là qui nous envoie, c'est-à-dire, ceux-là, ils ne vont pas faire de recalcul, ils ne vont pas être embêtés. Juste, ils vont passer par ce lien pour avoir les informations qui sont passées ici. Il offre une convergence extrêmement rapide. Déjà, c'est quoi une convergence? Convergence, en fait, c'est le temps nécessaire pour que les routeurs détectent, par exemple, un changement, un lien up ou un lien down, des voisins perdus. Donc, c'est un recalcul de route et mise à jour de table de routage. Donc, moins de temps il se passe pour faire cette opération, plus le protocole il est très bon et plus on a moins de perte de trafic et tout va bien. Et si on a une redondance, par exemple, dans notre topologie, donc on ne va même pas sentir ce problème.
Pourquoi OSPF il converge très vite? Parce que si un lien il tombe down, en fait, OSPF le détecte immédiatement. Et si on reçoit plus de paquets hello de l'autre côté, donc on peut considérer comme le lien est down et on fait notre recalcul. Les paquets hello ici, en fait, ils sont configurables. Par exemple, on a vu ce RIP il y a 30 secondes pour les mises à jour et on attend 240 pour changer de lien, changer de chemin. Par contre, sur OSPF, on peut configurer tout ça. On peut mettre même une seconde si on n'a pas de signe de vie de l'autre côté. On peut considérer comme le lien est dead. Et donc, si par exemple un lien est tombé, OSPF il va créer une LSA immédiatement, Link State Advertisement, et il n'attend pas une mise à jour périodique comme RIP. Donc, il va distribuer la LSA directement. Et le flooding qu'il va envoyer, il va envoyer juste l'information nécessaire concernée. Donc, il va éviter le trafic inutile. Et l'information correcte arrive très vite et sans ambiguïté. Donc, aussi, il utilise le multicast. C'est quoi? Parce que OSPF, en fait, il échange les informations uniquement avec les routeurs OSPF. Pas avec tout le monde. Donc juste, il a l'information, il connaît comment atteindre le routeur pour lui envoyer les paquets. Donc seulement les routeurs OSPF, sans flouder le LAN inutilement. Il utilise généralement deux adresses, 224.0.0.5 pour les routeurs OSPF et 06 pour les DR et BDR, ce qu'on va voir tout à l'heure. Routeur, DR et BDR routeur. On va voir ça sert à quoi ces deux routeurs-là. Et chaque paquet, en fait, il a une adresse multicast spécifique pour l'envoi d'un routeur à un autre. On passe maintenant à la partie suivante. Donc, on va parler maintenant rapidement du fonctionnement global de OSPF. Donc, comme vous voyez sur le slide, on fait une découverte des voisins via paquet hello, on forme une adjacence, on synchronise le LSDB, Link State Database, on fait calculer le chemin le plus court avec l'algorithme Short Path First. Après, on installe les meilleures routes dans notre table de routage et en cas de panne, on réagit immédiatement au changement réseau. Donc, c'est cette mécanique qui permet à OSPF d'être rapide, fiable et stable. Les paquets hello, en fait, servent à découvrir les voisins OSPF. Donc, on vérifie la compatibilité des paramètres pour maintenir la relation. Et aussi, on peut déclencher l'élection des DR et BDR. C'est quoi? C'est Designated Router et Backup Designated Router. Je vous dirai pourquoi on a ces concepts-là tout à l'heure. On va pas parler de ça maintenant. Donc, les hello, chaque routeur OSPF envoie périodiquement des paquets hello. Et ça, c'est sur chaque interface OSPF activée sur le routeur vers une adresse multicast. C'est le 224.0.0.5. Et ceci se passe à un intervalle régulier. Par défaut, c'est toutes les 10 secondes. Si on envoie 4 paquets hello, on n'a pas de réponse, le lien il est considéré comme down. Ça, c'est les valeurs par défaut, mais on peut modifier ces valeurs-là. Donc, un paquet hello, il contient quoi? Le router ID, le area, toutes ces informations-là, on va les voir tout à l'heure. Donc, router ID, area, le hello interval aussi, le dead time, le masque de sous-réseau et les priorités. Aussi, on a la liste des voisins, il peut envoyer aussi. Et il envoie le DR, BDR actuel. Donc, il y a beaucoup de choses dans les paquets hello. C'est des paquets très importants. Et donc, ces paquets-là qui vont permettre de comparer les informations si on forme une adjacence ou pas. Donc quand on a sur les paquets hello des informations qui matchent vraiment, on est dans le même area, parce que OSPF, il y a des areas, il faut qu'on soit dans le même area, ça fonctionne avec des areas, des zones, cela veut dire, c'est-à-dire nous sommes dans le même
area par exemple 0. On doit toujours l'avoir, area 0. Si nous ne sommes pas dans le même area, donc on ne peut pas former une adjacence. On doit avoir aussi beaucoup de paramètres qui doivent matcher. C'est le même hello interval, même dead interval, même type de réseau. Il y a aussi l'authentification et le masque de sous-réseau. Si juste un seul point qui ne matche pas, l'adjacence ne marche pas. Donc quand on configure nos routeurs et notre réseau, on doit avoir la même chose sur tous les routeurs, sinon on ne peut pas former une adjacence. Donc là, par exemple, tu demandes pourquoi on a des areas. On peut par exemple mettre un routeur ici et un routeur ici qui fait partie de deux areas. Area 1 ici, area 0 ici. Et lui, en fait, on peut mettre deux process. On peut le faire appartenir à deux areas. Mon dessin, il est tout faux. Donc, c'est pas comme ça. Normalement, c'est un routeur ici. Il doit appartenir à ces deux areas-là. Donc, les hello, en gros, c'est le processus de découverte avant de formation de adjacence. Donc, il y a un init au début. Après, on a comme le DHCP. C'est pas la même chose, mais après, c'est des échanges de paquets hello jusqu'à confirmation de voisinage. En fait, en gros, routeur 1 envoie un hello sur l'adresse multicast de 24005. Le 2, il reçoit. Paramètre, c'est bon, ça match. Donc, routeur 2 répond avec hello quand il contient son routeur ID et les autres informations. Après, on forme une adjacence full. On verra plus en détail après parce que là, on ne va pas vraiment réussir à faire comprendre tout ça dans cette petite vidéo. On synchronise après le link state database. Après, on fait notre calcul de chemin et on installe notre route. La réaction immédiate au changement réseau, c'est quoi? C'est, comme on a dit tout à l'heure, si un lien tombe, une interface désactivée ou un voisin perdu, on modifie aussi le coût. Par exemple, le lien, on passe d'une bande passante à une autre. Donc, ça va nécessiter un recalcul, ajout ou suppression d'un nouveau réseau. Donc, tout ça, OSPF réagit immédiatement pour faire son recalcul. Et il réagit immédiatement à ces changements-là. Donc, c'est ça qui fait sa force. Et le routeur, il génère un nouveau link state advertisement très rapidement. Donc, le routeur concerné, il recrée la LSA, il incrémente la séquence et envoie la mise à jour. Et la mise à jour, en fait, c'est uniquement le changement précis, pas toute la table. Donc, j'ai eu ce changement-là, donc tiens, je t'informe. On passe à la partie suivante. Donc ici, c'est les paquets OSPF. Hello, on a vu ce que c'est pour découvrir les voisins et envoyer plusieurs informations, vérifier qu'ils sont toujours actifs, les voisins, et établir et maintenir les adjacences, les liens entre les voisins. Parce qu'au début, hello, c'est lui qui va former cette relation après avec l'envoi périodique des paquets et va la maintenir, sinon il va la rompre s'il n'y a pas de réponse de l'autre côté. Le Database Description, DBD, une fois voisin, les routeurs échangent un résumé de leur base de données. Donc le but, c'est d'échanger un catalogue de LSA pour chacun, que chacun il possède un LSA, donc il va s'échanger. Donc cette database-là, elle contient beaucoup d'informations et elle est fournie au début de la relation ou pendant un changement. On a la LSR, Link State Request, c'est une demande. Si un routeur détecte une information manquante, il envoie LSR, Link State Request. Donc c'est demander précisément les LSA manquantes. C'est quand il demande ça, en fait, quand il fait une comparaison, il va trouver quelque chose en loading qui n'a pas une information complète. On a la LSA, donc c'est Link State Advertisement, c'est le cœur d'OSPF, les informations de routage. Donc c'est celle-ci qui décrit vraiment la topologie du réseau et elle est très importante. Elle suit Link State Update, utilisé pour transporter plusieurs LSA pendant l'inondation.
flooding. Donc le but c'est d'envoyer des LSA complètes pour répondre à ça, LSA request. Donc elle peut contenir plusieurs LSA dans un seul paquet. On a aussi le LSA CK Acknowledge, accusé de réception pour garantir la fiabilité. Donc c'est un accusé de réception fiable des LSA reçus par les routeurs OSPF. Donc maintenant on passe à la partie suivante. Faut pas trop s'inquiéter si on n'a pas trop compris, mais avec la pratique, avec les commandes show, on va comprendre de quoi il s'agit vraiment. Donc là, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet. Donc ici, c'est la configuration de Process ID. Donc pour activer OSPF sur le routeur, on va dire routeur OSPF 1. Donc routeur ici, c'est quoi? Donc on entre dans le mode de configuration de routage du routeur OSPF. On choisit le protocole OSPF. Et 1, c'est quoi? C'est le numéro du process. C'est le process ID. 1, c'est le process ID. Il est local au routeur. Il n'a aucune signification sur le réseau. Donc les routeurs voisins peuvent utiliser des numéros différents. Par exemple, on peut avoir un routeur 1, routeur OSPF 1, et routeur 2, routeur OSPF 14. Et OSPF fonctionnera quand même sans problème. Mais pourquoi ça? En fait, parce que sur un routeur, on peut avoir deux process OSPF, mais ils sont en fait en gros invisibles entre les deux. Par exemple, on peut avoir un process ID 1 ici et 2 ici, mais chacun est mouline tout seul. Ils ne sont pas liés. Et ça, c'est dans des configurations spécifiques. Normalement, on ne doit pas faire ça. Donc, comme on voit sur le slide, le process ID est uniquement local. Il n'a rien à voir avec les routeurs distants. Il n'a pas besoin d'être identique entre deux routeurs pour une adjacence qui se forme. Donc, ce n'est pas un problème. Mais en pratique, on utilise une seule instance par routeur. Donc, comme on a dit au début, routeur, c'est pour routeur SPF. 1, c'est démarrer OSPF. 1, c'est le processus local OSPF. Donc, on peut avoir, comme j'ai dit, plusieurs process OSPF sur un même routeur. Donc, plusieurs process ID. Donc, pour vraiment configurer, après routeur OSPF 1, on va mettre network, par exemple, on va dire C/24, 10, 10, 10, 0. On va mettre un wildcard mask. C'est un masque inversé. On va mettre un 0, 0, 0, 255. Au lieu de mettre 255, 255, 255, 0, on va mettre 0, 0, 0, 255. En fait, c'est la soustraction en binaire de masque actuel à masque 255, 255, 255 et 255. C'est-à-dire on a que des 1 en binaire et on va faire une soustraction du masque qu'on a et ce qu'on va trouver, on va le mettre ici. C'est ça le wildcard mask. Il y a quelque chose qu'on rajoute après, c'est le process ID 1. Donc il va être dans une seule area 0. Et si on va mettre un autre process ID, router OSPF 2 par exemple, network 192.168.1.0, wildcard mask, area 1 par exemple. C'est-à-dire, si on fait un dessin, ce routeur-là, il doit se retrouver ici entre deux areas. Donc ici area 0, ici area 1. Et ce routeur-là, il a un process ID 1 ici, et un process ID 2 ici, pour qu'il gère chaque partie d'un process indépendant. Donc il y a un point très important à comprendre, c'est par exemple quand on a des process ID différents, en fait tout ce qui est LSDB et information de routage, ils sont totalement indépendantes. Donc ce qu'il a lui ici dans le process ID 1, il va les changer ici, process ID 2, il va les changer ici. Donc c'est un point de séparation. Parce que en fait les process ne se voient pas. C'est le routeur qui gère ça. Et les process ne se gèrent pas, ils sont séparés. Chacun mouline de son côté.
Pourquoi on fait ça? En fait, si par exemple on a une migration dans une infrastructure ou une séparation logique ou interconnexion de différents domaines, là, on peut le faire. Mais si on a juste une seule area, il n'y a pas besoin de faire ce genre de comportement. Donc on passe maintenant à la partie suivante. Et avant de passer, il ne faut pas en fait confondre area process ID et AS Autonomous System. Area, c'est OSPF pur en fait. Process ID, c'est un processus OSPF qui tourne sur un routeur. Et Autonomous System, on peut avoir plusieurs areas dedans. Donc il ne faut pas mélanger ça. Donc maintenant, on passe à la partie suivante. Et c'est le Router ID, c'est l'identité OSPF. Donc le Router ID, c'est quoi? C'est le Router ID en fait, c'est l'identifiant d'un routeur. Donc chaque routeur dans le OSPF, il possède un ID unique. Il est sous forme d'une adresse IP. C'est pas une adresse IP, mais c'est la forme. Il doit être comme ça en fait, une forme d'adresse IP. On doit le faire, on peut le faire à la main, le Router ID, manuellement, ou la priorité, elle va passer à une interface loopback qu'on va configurer nous aussi à la main, une interface loopback sur le routeur, ou une interface physique. Donc, on configure le Router ID à la main, ou il doit correspondre à une adresse IP loopback qu'on a configurée sur le routeur, ou une adresse physique OSPF avec l'IP la plus élevée. Donc le Router ID, en fait, c'est comme j'ai dit, c'est un identifiant de 32 bits. Il s'écrit sous la forme d'une adresse IPv4 et il ne correspond pas vraiment à une adresse IP réellement utilisée dans le routage. Comment on fait ça? C'est comme on l'a vu tout à l'heure. On a fait Router OSPF 1, par exemple, pour démarrer OSPF avec Process ID 1. Après, on va faire Router ID et on va mettre 1 par exemple. Donc ça, c'est le Router ID. Il ne va jamais changer. Il va rester comme ça parce qu'on l'a configuré à la main. Si on ne l'a pas configuré à la main, il va récupérer l'adresse loopback si on l'a configuré nous. On va voir ce que c'est une adresse loopback après. Sinon, il va récupérer une interface physique où l'adresse IP est plus élevée, ce qui n'est pas bon parce que si l'adresse change, le Router ID change et on aura un petit souci. Tout le recalcul va se faire. Donc c'est pas une bonne pratique, mais la bonne pratique c'est de le faire à la main ou loopback. Parce que si on change d'adresse IP, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans le calcul et on verra ce que c'est. Donc le Router ID, c'est l'identifiant OSPF du routeur, format adresse IP. C'est l'adresse unique sous forme d'IP, mais ce n'est pas forcément une vraie adresse IP utilisable sur le processus de routage. Ok, on a parlé de loopback, mais c'est quoi vraiment un loopback? Une loopback, on va voir comment la configurer. En fait, c'est une interface logique. C'est pas physique, c'est une interface virtuelle d'un routeur. Elle n'est pas liée à un port physique, qui est toujours active tant que le routeur fonctionne. Donc le routeur fonctionne, l'interface, elle est active. On peut même la pinguer, mais elle est virtuelle. En gros, c'est une adresse très stable. On n'a pas besoin ni de câble, ni de port pour la configurer, pour la mettre en place et pour essayer de la pinguer. Pourquoi, la question se pose, pourquoi on utilise une interface loopback? En fait, on l'utilise dans OSPF pour avoir un routeur ID stable. Elle ne change jamais. Pour éviter aussi que l'interface tombe, parce qu'elle ne tombe jamais, donc le routeur ID il va rester toujours le même. Et pour identifier clairement le routeur dans les échanges entre les routeurs paquets Hello, LS, SLA, EDR, BDR. Donc OSPF, en gros, en fait, il préfère les loopbacks pour choisir le routeur ID. Sa configuration, elle est simple. C'est comme si on va sur une interface, mais on va faire interface sur le routeur. On va mettre loopback 0 par exemple. Et comme une adresse normale, IP, adresse, blablabla. Par contre, c'est mieux de mettre un masque de 32. C'est-à-dire on peut mettre 1, 1, 1, 1, 255, 255, 255, 255. Et no shutdown pour l'activer. C'est comme une interface normale. Après, tu peux la pinguer sans problème. Donc, elle ne dépend pas de câble, elle ne tombe jamais et elle ne transporte pas du trafic. Donc, elle identifie uniquement le routeur.
Donc là, pour le routeur ID, on évite d'utiliser l'interface physique comme routeur ID car l'adresse, elle peut en fait disparaître ou elle peut tomber, ce qui peut perturber facilement OSPF. Donc, bonne pratique, toujours utiliser une loopback ou définir routeur ID manuellement. On passe à la partie suivante. Donc, la partie suivante, c'est comment OSPF calcule ses routes. OSPF, en fait, il calcule ses routes à partir d'une vision complète de la topologie LSDB, Link State Database, en utilisant l'algorithme qu'on avait tout à l'heure, SPF, Short Path First. Donc OSPF, il va faire le calcul, la construction de son LSDB. Après, il va lancer l'algorithme SPF pour calculer les métriques. Donc il va faire quoi? Il va faire le coût, il a une formule en fait, bande passante de référence divisée par bande passante de l'interface. Par exemple, pour Cisco, bande passante de référence, c'est 100 mégabits seconde. C'est-à-dire, si on a un lien de 100 mégabits, on va faire 100 divisé par 100, donc le coût, il est de 1. Si on a des mégabits sur l'interface, on va faire 100 divisé par 10, donc le coût, il est de 10, donc c'est pas bon. Et les coûts, ils vont s'additionner le long des chemins, lien par lien, jusqu'à qu'on a tout le calcul. Après, on va voir comment comparer les métriques. J'ai rajouté un problème en bas, en fait, parce que en fait, la bande passante de référence n'est plus adaptée parce que en fait, elle ne peut plus distinguer les liens rapides modernes 1 giga, 10 giga, 40 qui obtiennent le même coût après le calcul parce que OSPF en fait ne voit pas la différence entre 1 giga, 10 giga. C'était pas vraiment conçu pour ces vitesses-là avant. C'était fait avant quand il y avait les 100 mégas et 10 mégabits. Et les coûts, ils ont des valeurs un peu bizarres. Fast Ethernet 100 mégabits coût 1, 1 giga coût 1 et 10 gigas c'est coût 1. Donc il ne fait pas vraiment de distinction. Donc il y a une manière de changer la bande passante de référence pour que les coûts soient cohérents. Et on verra comment dans la pratique on doit changer la bande passante de référence pour que le calcul soit cohérent et pour différencier les bandes passantes pour avoir les vrais bons chemins. Donc on passe maintenant à la partie suivante. Et avant de passer, en fait, c'est juste pour mettre la commande. C'est auto cost reference bandwidth et on met 100 000. Parce qu'en fait, avant, toutes les interfaces supérieures à 100 mégabits, ils ont un coût de 1. Ce qui n'est pas logique, parce que tu peux avoir un lien à 40 gigas, à 25 gigas, même à 100 gigabits, et qui est égal à un lien à 1 gigabit. C'est pas bon. Donc on ne profite pas vraiment de la bande passante. Donc maintenant on passe vraiment à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est lié directement à l'étape d'avant. C'est que, par exemple, pour influencer le routage, les routes, donc on va éviter de modifier la bande passante, mais on peut modifier le coût. IP, OSPF, cost 50. C'est propre, précis et sans effet de bord. Donc on peut changer les coûts des routes au lieu de changer la bande passante. On passe à l'étape suivante. On a parlé des zones tout à l'heure. On va dire pourquoi on utilise des zones OSPF. En fait, dans un grand réseau, nous avons trop de routes, trop de calculs et trop de consommation de mémoire. Donc, on va séparer les réseaux par zone. Pourquoi? Parce que si on a un grand réseau, donc tous les routeurs ils vont avoir la même LSDB. C'est énorme. Et à chaque changement, on va générer beaucoup de link state advertisement et on va déclencher des recalculs de SPF partout. Donc, ce qui va générer un CPU utilisation énorme. On va consommer beaucoup de mémoire et la bande passante, on va perdre un peu de bande passante. Donc, si on a des zones, donc chaque zone a sa propre LSDB. Les calculs, ils se font uniquement dans la zone. Donc, les calculs SPF, ils se font uniquement dans la zone. Et ces zones-là, ils doivent être
lié à la zone Area 0, c'est le backbone. Zone backbone, si on a beaucoup, c'est-à-dire si on a 3 par exemple, on a Area 0 ici, 1 ici, 2 ici. S'il y a quelque chose qui se passe ici, là, on ne va pas faire le calcul partout. Donc, le calcul, il va se mouliner ici, c'est tout, à l'intérieur. Et on va informer ce gars-là. Et ce gars-là, il va avoir cette information. On va la partager aussi ici. Mais on ne va pas chambouler tout le réseau et tous les routeurs ils vont faire les calculs. Donc, juste une information qui passe là. Après tout le recalcul, uniquement. Donc, dans la partie pratique, on va essayer de créer on va faire un lab avec juste une zone et un autre avec 2 ou 3 zones et on va voir comment ça se fait. Donc, comme j'ai dit, les avantages, c'est de réduire la taille de la LSDB et limiter le recalcul SPF. La convergence aussi, elle est de plus en plus rapide. Avoir une hiérarchie claire du réseau et avoir en gros, en fait, un design. Quelque chose d'important dans les zones, c'est il faut toujours avoir une zone 0 dans le réseau, sinon ça ne marche pas. Donc, les zones permettent de segmenter le réseau et réduire la taille des LSDB et limiter le recalcul SPF pour améliorer la scalability des réseaux et la stabilité. On passe à la partie suivante. Donc là, on va parler architecture hiérarchique OSPF. Donc on a le Area 0, Backbone et zone normale utilisateur. En fait, tout le trafic interzone passe par Area 0. Nous avons Area 0 ici, Area 1 ici, Area 2 ici. Donc tout doit passer par Area 0. Le Area 0, c'est le cœur du réseau OSPF. Donc, toutes les autres zones doivent être connectées à Area 0. Et le trafic inter-area transite obligatoirement par là. Comme ça. En fait, cette zone-là, Backbone, elle assure la cohérence globale du routage. Donc, sans Area 0, OSPF ne fonctionne pas correctement. Donc, chaque zone, elle constitue une partie de la topologie réseau. Elle a son LSDB propre à elle, Link State Database propre à elle. Et s'il y a des calculs, elles resteront à l'intérieur. Donc, chaque problème, il est intérieur à la zone. On passe à l'étape suivante. Dans cette partie, on verra les types des routeurs OSPF. Donc, on a Backbone Router. C'est le routeur il a ses interfaces uniquement dans le Area 0. Ici, Area 0. On a le routeur interne qui est dans une Area 1, par exemple, dans une seule zone non backbone. Il est là, ce routeur-là. Et on a le routeur backbone, il est par là. Il a une seule LSDB, d'accord. On peut avoir un ABR routeur. Il peut être ici. Donc lui, il va être relié à 2 zones. Donc là, on va voir le process ID différent. Et lui, il possède 2 LSDB, par exemple, dans ce cas-là. Donc, LSDB par zone. Lui s'appelle ABR. C'est quoi? Le Area Border Router. Donc, lui, c'est Backbone. Lui, routeur interne. Lui, ABR, Area Border Router. Et ASBR, c'est quoi? C'est le Autonomous System Boundary Router. C'est-à-dire tout ça, c'est un AS. Et lui, il va être par là. Et il va injecter des routes extérieures à OSPF, des routes statiques ou BGP. Donc pour résumer, Internal Route, c'est dans une seule zone. Backbone, il est dans le Area 0. Le ABR, Area Border Router, relie les zones et ASBR injecte des routes externes. Il y a quelque chose de très important que j'ai pas dit dans le cours, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié, c'est le DR.
router et le BDR, le Designated Router et le Backup Designated Router dans OSPF. Donc je vais expliquer ça rapidement, mais c'est important de comprendre. En fait, DR, c'est Designated Router, routeur désigné. Nous, en fait, sur un réseau multi-accès, on a plusieurs routeurs OSPF qui partagent le même segment. Donc, pour éviter un trafic de LSA inutile dans OSPF, on a introduit cette notion DR-BDR. C'est quoi le DR? En fait, c'est le routeur principal du segment où on se trouve. Le BDR, c'est le Backup Designated Router. C'est le remplaçant immédiat de ce DR. Le rôle précis de DR, c'est quoi? En fait, c'est qu'il collecte les LSA, c'est lui, des autres routeurs. Donc, ici, il va, lui, recevoir les LSA, Link State Advertisement, et il va les stocker ici. On a un autre BDR, il va faire la même chose. Par contre, il va les garder, il ne va pas les diffuser. Le DR, donc il va mettre ça, et c'est lui qui va redistribuer aux autres routeurs. C'est le Link State Advertisement. Donc c'est lui le point central du flooding OSPF sur le LAN. S'il y a quelque chose qui se passe, donc c'est lui qui va recevoir les infos, il va les envoyer. Lui, il va faire la même chose, il va garder toutes les infos chez lui. Par contre, il ne va pas distribuer tant que le DR est actif. Une fois lui il tombe, lui il va prendre le relais, il va faire le travail de lui. Comment ça se passe? En fait, il y a une élection qui se fait, c'est par priorité. On peut définir une priorité sur les routeurs ou seul en cas d'égalité, si on laisse toutes les priorités de tous les routeurs à 1 par exemple, qui est la valeur par défaut, le routeur ID qu'on a parlé tout à l'heure, le plus élevé, c'est lui qui gagne, celui qui est DR. Si on n'a pas défini une priorité manuellement, la priorité, elle va rester à 1, d'accord? Et on va se pencher vers le routeur ID, qui est sous forme d'une adresse IP, comme on a vu tout à l'heure. Et le routeur ID le plus haut, c'est lui qui va être DR, et celui tout de suite d'après, il va être BDR. Si on a une priorité à 0, on n'aura pas c'est-à-dire si on met tous les routeurs priorité 0, donc on n'aura pas cette notion DR, BDR. Donc cette élection se fait d'abord sur la priorité OSPF, puis le routeur ID. Donc le routeur ID correspond à l'adresse IP, comme on a dit, la plus élevée ou une loopback, si aucune priorité n'est configurée manuellement. Donc ce cours, ce n'est pas vraiment facile, hein. Donc j'espère que les explications étaient un peu claires. C'est un peu lourd, hein, OSPF, c'est pas facile. Donc on va plus comprendre quand on va pratiquer. Donc il ne faut pas vraiment s'inquiéter si on n'a pas tout capté, parce que c'est un peu normal. On n'a pas vraiment besoin de tout connaître, hein. C'est juste pour avoir une idée comment ça fonctionne, mais en pratiquant vraiment, faire des labs et pratiquer, faire tomber des interfaces, faire des bêtises et essayer de les réparer, c'est là qu'on apprend le plus. Mais ça, c'est juste une vision globale du protocole, comment il fonctionne généralement. Donc la vidéo suivante, ça va être un lab pratique. On va mettre en place une topologie OSPF. Après, on va faire la même chose avec plusieurs RA. Donc moi, je vous remercie beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est pas facile. Je pense uniquement les passionnés et vraiment les curieux qui arrivent jusqu'à là. Donc je vous encourage à pratiquer et à continuer de suivre la série jusqu'à la fin. Donc moi, il me reste juste à vous remercier pour votre soutien et pour votre courage. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo qu'on va la poster rapidement avec un lab pratique OSPF. Merci beaucoup, à bientôt.